Merci beaucoup. D'abord, toutes mes excuses pour mon arrivée décalée qui était due à un cours sur l'islam dans le nationalisme palestinien à Sciences Po. Je vous prie également d'accepter mes excuses parce que j'ai l'air comme ça, mais en fait, je ne suis pas là, je suis subclaquant. Donc la voix va être un peu prise. Mon propos sera court, il a un titre que vous pourrez évaluer, La Palestine privée d'État, assiégée à Gaza, affamée à Yarmouk. L'État de Palestine n'a pas été proclamé en novembre 1988 pour la première fois, il l'a été d'abord en septembre 1948 à Gaza, en plein exode des réfugiés palestiniens et en pleine déroute des armées arabes. Son gouvernement de toute la Palestine n'a tenu que quelques jours en terre de Palestine avant d'être refoulé vers le Caire par les militaires égyptiens. Mon ami Alain Grèche, lors de la publication en 2012 de mon histoire de Gaza, a intitulé l'article de présentation dans le Monde diplomatique « Tout commence et tout finit à Gaza ». Gaza qui vit l'éphémère État en 1948, Gaza, matrice des Fédayines dans les années 50, Gaza occupée en 1956 pour l'être de nouveau en 1967, Gaza, berceau de l'intifada de 1987 qui a imposé à l'OLP la proclamation d'un État de Palestine aux côtés d'Israël. Gaza, dont le patriarche Haïdar Abdeshafi a représenté la Palestine à la conférence de Madrid en 1991. Gaza, où l'autorité palestinienne s'est implantée en 1994. Gaza, où elle a creusé, par sa corruption et son arbitraire, un terrible fossé avec la population, ouvrant un espace inespéré au Hamas, lui aussi né à Gaza. Gaza, première terre de Palestine à être, en 2005, évacuée unilatéralement par l'armée et les colons d'Israël. Gaza, où le peuple de Palestine a été en 2006 puni de n'avoir pas voté comme la communauté internationale le souhaitait. Gaza, théâtre en 2007 de la pire guerre d'une Palestine contre l'autre. Mais qui peut croire que l'État de Palestine peut se construire sans Gaza, voire contre Gaza ? Non, nous assistons depuis des années à la triste comédie d'un processus de paix qui n'est qu'un régressus, selon l'heureuse expression de Benjamin Barth. La paix recule, mais l'insatiable appétit de colonisation des autorités israéliennes n'en est pas la seule raison. Pour la première fois dans l'histoire pourtant tragique de la question palestinienne, les deux courants de son mouvement national, le Fatah à Ramallah et le Hamas à Gaza, n'ont aucun intérêt immédiat au changement. Ce statu quo en trompe-l'œil a beau être une descente aux enfers pour le projet palestinien, les tenants du Fatahstan et du Hamastan sont trop occupés à gérer leur propre parcelle de Palestine, avec chacune son administration, ses services de sécurité et ses réseaux de népotisme. Le peuple palestinien a disparu sous ces deux appareils qui s'entendent au moins pour étouffer sa voix. En mars 2011, ce peuple a bien tenté de manifester pour l'unité interpalestinienne, mais ces protestations ont vite été neutralisées à Ramallah comme à Gaza. Les aléas de la réconciliation entre le Fatah et le Hamas sont devenus un exercice aussi vain et aussi vide que le soi-disant processus de paix. La capacité des militaires égyptiens à réussir une telle médiation est d'ailleurs asymptotique à zéro, eux qui ont embastillé le premier président élu de l'histoire de leur pays au nom d'une supposée intelligence avec le Hamas. Mais il y a pire, bien pire, il y a cette nouvelle Nakba qu'évoquait Hassan Balraoui. Depuis juillet 2013, 20 000 Palestiniennes et Palestiniens, depuis juillet 2013, sont assiégés dans le camp de réfugiés de Yarmouk, au sud de Damas. Ils sont assiégés par l'armée la plus féroce de la région, celle de Bachar al-Assad, elle-même épaulée par des miliciens chiites venus en masse du Liban et de l'Irak voisin. La malnutrition a fait des ravages avant que la famine ne tue près d'une centaine de personnes à ce jour. Des images dignes des pires moments de l'histoire de l'humanité nous parviennent de Yarmouk, dans un silence de mort, alors que les inspecteurs de l'ONU logent à peu de distance de là. Il est vrai qu'ils sont chargés du désarmement chimique et non de la mise à mort collective d'une population par la faim. Ah oui, excusez-moi, on a distribué 3000 colis en 3 fois ces derniers jours. Chaque colis vaut pour 10 jours et pour une famille. Je vous laisse faire le calcul. Et le Fatah et le Hamas, qu'ont-ils dit, qu'ont-ils fait ? Rien. Ce qui révèle l'ampleur de la faillite des deux principales organisations palestiniennes à assurer un minimum de protection à leurs compatriotes, indépendamment des considérations partisanes.
Alors que faire? Eh bien, avoir le courage de revenir au principe le plus prometteur des accords d'Oslo. Gaza d'abord. La levée du siège de Gaza doit être immédiate et inconditionnelle. Au-delà du scandale moral que représente la consignation d'1 600 000 êtres humains sur 360 km², les 7 ans de siège ont prouvé leur ineptie stratégique. Hamas peut désormais toucher Tel Aviv et Jérusalem avec des roquettes qui n'existaient pas en 2006. Car le blocus, entre autres effets pervers, a transformé Gaza en formidable aimant de tous les trafiquants d'armes de la région, ce qui a d'ailleurs contribué à enquister les réseaux djihadistes dans le Sinaï voisin. Donc levée du blocus, pour enfin lancer à Gaza le développement qu'envisageait James Wolfenson, l'ancien patron de la Banque mondiale, en 2005. Redonner à ces femmes et à ces hommes de Gaza la possibilité de gagner leur vie, plutôt que d'être réduits au statut infamant d'assistés. Il y a 20 ans, les visionnaires du processus de paix parlaient de transformer Gaza en Hong Kong du Moyen-Orient. Je suis certain qu'aujourd'hui, les habitants de Gaza se contenteraient volontiers de renouer avec la vocation de carrefour terrestre et de débouché maritime qui fut celle de leur territoire jusqu'en 1967. Pour conclure ce triptyque vertueux, après le désenclavement et le développement, s'impose la démilitarisation. La réouverture de l'espace physique et de l'économie salariée est indispensable pour détourner des milices des pans entiers de la jeunesse de Gaza, dépourvus de tout autre débouché. Ce désarmement social aura ainsi un pendant politique, puisque l'expression populaire à Gaza est réprimée quotidiennement par ce que les habitants appellent les zanzana, les drones du Hamas. Une telle démilitarisation devra naturellement avoir son pendant en Cisjordanie, elle aussi quadrillée par les polices diverses de l'autorité palestinienne. Je ne suis pas assez aveugle pour sous-estimer les formidables obstacles auxquels ce triptyque vertueux devra faire face. Mais il n'y a, à mon sens, aucune alternative à un retour par Gaza pour rouvrir la route de l'État de Palestine. Tout finit, mais tout commence à Gaza. Merci.